Bonne émission. Merci Christophe. Christophe, vous voulez pas me donner mes lunettes qui sont dans mon sac? Merci. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est quand je suis fatiguée, mais ça va là. Bonjour à tous, bonjour les amis, merci de votre fidélité et bienvenue au bar de l'économie, Florence Sueur au micro, accompagnée de mon fidèle compagnon Philippe à la technique. Et bienvenue, comme je vous le disais, toujours en FM, bien entendu, 98.0 sur IDFM et avec IDFM Radio Anguin. Et puis en vidéo live sur Facebook et puis retrouvez-nous sur YouTube, notre chaîne bar de l'économie, bien sûr. Alors aujourd'hui, la ville d'Arnouville à l'honneur, Roissy, Pays de France, la communauté d'agglomération également, et deux bonnes idées pour le futur, le magasin mobile et ou automatique, j'en dis pas plus, car j'ai la chance d'avoir à mes côtés Pascal Doll, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes le président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France depuis le mois de juillet 2020 donc, et le maire d'Arnouville depuis 2015. Donc avec vous, on va brosser bien sûr l'état de l'activité de Roissy Pays de France. On va sans doute parler aussi des projets et puis de la vie. Pourquoi ce terme? Et puis vous intégrez le premier réseau national d'optique en franchise, donc hors des magasins. Ça s'appelle les opticiens mobiles. C'est un réseau qui existe depuis 2015. Il y en a à peu près 70 en France. Et puis à nos côtés, Damien Tabuteau, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes responsable commercial chez Neo Vendis, qui diffuse l'ancienne Ximity, un concept de magasin automatique que vous avez créé en 2014. Alors avant de vous laisser la parole, on va tout de suite donner la parole à notre spécialiste santé, Jean-Claude Durousseau, pour répondre aux questions avec le professeur Gilbert Deray. Et cette fois, sur la Covid, c'est les séquelles. Sur Covid, nous répondons aux questions que vous nous posez sur la Covid. Je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Gilbert Deray, la Covid, les séquelles. Quelles sont les séquelles suite à la Covid? Ça, c'est une question importante, celle des séquelles. Il y en a plusieurs types possibles. Vous avez ces patients qui ont été en réanimation en général pendant plusieurs semaines et qui, d'une part, ont une atteinte évidemment grave de la Covid, c'est pour ça qu'ils sont en réanimation, et qui ont les séquelles du fait d'avoir été intubés, ventilés pendant plusieurs semaines. Donc vous allez avoir une part des séquelles fonctionnelles, puisqu'en réanimation, il faut bien voir qu'on peut perdre des dizaines de kilos. On perd toute sa masse musculaire, on a les articulations qui sont bloquées quand on se réveille. Donc après, il y aura des mois de rééducation. Et puis vous allez avoir aussi des organes qui ont été touchés pendant cette Covid-19, très souvent une insuffisance rénale. Vous pouvez avoir une atteinte pulmonaire, une atteinte cardiaque, une atteinte neurologique, je ne voudrais pas noircir le tableau, mais c'est quand même fréquent. Et puis vous pouvez donc garder une insuffisance rénale ou une atteinte de mobilité parce que vous avez fait un accident vasculaire. Ça, c'est pour les formes les plus graves. Pour ce qui concerne les formes, on va dire moins graves, celles qui ont été hospitalisées et qui n'ont pas été en réanimation là encore, vous pouvez avoir une atteinte d'organes qui va rester. Alors ça peut être une restriction de vos capacités pulmonaires, donc une gêne respiratoire, ou une atteinte rénale dont on ne connaît pas l'évolution. Je voudrais enfin parler de cette Covid longue qu'on voit émerger depuis des mois et des mois. Ce sont en fait des patients qui ont été ou non hospitalisés, certains n'ont pas du tout été hospitalisés, ils ont même eu un syndrome gripal assez modéré, et au lieu de guérir, eh bien, ils gardent des symptômes, gêne respiratoire, douleur musculaire, douleur articulaire, même des poussées inflammatoires. On se demande même s'il n'y a pas des atteintes des glandes qui sont induites par cette Covid longue, dont on ne connaît pas le mécanisme. C'est peut-être un phénomène auto-immunitaire, peut-être un phénomène inflammatoire qui est pur. Et cette Covid longue, elle peut durer pendant peut-être des années. Il faudra vraiment s'en méfier. Donc on voit de multiples formes de séquelles. Donc merci beaucoup au professeur Gilbert Deray de répondre à toutes vos questions. Alors, hommage aujourd'hui, hommage à l'icône mondiale. Le footballeur argentin Diego Maradona est mort à l'âge de 60 ans d'un arrêt cardiaque. L'ancien joueur de Naples ou encore de Barcelone, vainqueur de la Coupe du monde de football de 1986 au Mexique, était considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de son sport. Le gouvernement argentin a décrété 3 jours de deuil national et on se souvient tous de la foule qui le suit et qui le suivait, bien sûr,
pendant ces matchs. Autre hommage, c'est celui à l'icône du rugby français, Christophe Dominici, retrouvé mort à l'âge de 48 ans dans le parc de Saint-Cloud. En 2007, le rugbyman, ancien allié du 15 de France, il laisse derrière lui sa compagne, Loretta Denaro, avec qui il a eu 2 filles, Chiara et Mia, et on envoie bien sûr une pensée à leurs proches. Nous pensons également à tout le milieu du sport qui ne peut reprendre du fait de la pandémie. Le sport est pourtant un vecteur du bien-être et du vivre ensemble, n'est-ce pas Pascal Doll? Oui, tout à fait. C'est le moyen de se retrouver, c'est le moyen de faire des choses ensemble. Et effectivement, là, en 2 jours, nous avons appris le décès d'abord de Christophe Dominici et ensuite de Diego Maradona, et aussi celui de Secrétin, l'ancien champion de tennis de table, qui est disparu à l'âge de 71 ans. Donc c'est une loi des séries un peu problématique. Et pour autant, c'est vrai que le milieu du sport aujourd'hui est à l'arrêt. Le sport amateur, puisque celui que nous pratiquons tout à chacun, j'espère que ça va pouvoir redémarrer très rapidement parce que c'est d'abord un facteur de bonne santé et puis c'est un facteur de relations sociales important. Tout à fait. Clarisse Pinard, ça vous inspire aussi le sport, j'imagine, et puis cet hommage à ces 2 joueurs, sans compter évidemment le joueur, comme vous l'avez dit, Pascal Doll, le joueur Secrétin, le joueur de tennis de table. Oui, je suis triste de ces disparitions, notamment de Dominici. Le sport est vraiment un facteur social très important. Raphaël Ibanez parlait de Dominici en expliquant que c'était un fabuleux équipier de l'équipe de France, en équipe aussi, mais surtout avec un grand cœur et quelqu'un de très important dans la cohésion d'équipe. Et je pense que le sport actuellement, par le fait qu'on ne puisse pas le pratiquer en équipe en tout cas, ou difficilement, ça manque à beaucoup de personnes pour le lien social. Merci beaucoup pour vos 2 interventions. Alors, les restaurants, autre info du jour, bien sûr, c'est les restaurants qui sont sous le choc de l'annonce de leur fermeture jusqu'au 20 janvier. Et en plus, ils n'ouvriront que si le nombre de contaminations demeure en dessous du seuil des 5000 cas par jour. Ils n'accueillent plus de public depuis le 29 octobre, je vous le rappelle. Et le chiffre d'affaires dégagé par certains via la vente à emporter est bien sûr bien loin d'être rentable. C'est surtout souvent une manière de s'occuper, d'oublier un petit peu cette crise. La période des fêtes représente habituellement plus 10% de leur chiffre d'affaires. Alors, ils ont obtenu le renforcement du fonds de solidarité qui prévoit maintenant une indemnisation jusqu'à 20% du chiffre d'affaires ou 100 000 euros. Donc il y a une limite. Les stations de sport d'hiver également devraient rester fermées à Noël, alors que l'Autriche, la Suisse, l'Espagne ou Andorre n'ont pas décidé de fermer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en début de semaine, le département de la Haute-Savoie présentait le taux d'incidence le plus élevé de France, tout comme la Savoie et l'Isère, un petit peu moins pour l'Isère, mais en tout cas 90 à 92% des personnes malades ne vont pas à l'hôpital, mais dans les cabinets médicaux de station. Donc du coup, je pense que le gouvernement a peur d'une propagation du virus. L'enjeu est important pour ces 350 stations en France, qui représentent 10 milliards d'euros de retombées économiques, ce qui est énorme. La période de Noël et du jour de l'an, c'est entre 20 et 30% du chiffre d'affaires d'une saison en montagne. Alors, la barre en France des 50 000 morts dues au Covid a été franchie. On en est maintenant à 50 237 morts dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, dont les EHPAD, bien sûr. C'est ce qu'a indiqué Santé publique France. Par ailleurs, on est quand même à 9 155 nouveaux cas qui ont été confirmés hier ou avant-hier, contre 4 400 lundi. Pascal Doll. Écoutez, il faut prendre des mesures, forcément. Et à un moment donné, on ne peut pas tout rouvrir tout d'un coup. Sauf que, en ce qui concerne les restaurants, par exemple, ou les stations de sport d'hiver, le coût est rude. Comment ces commerçants, comment ces différentes activités vont se remettre de cela? On n'en sait rien. Il y avait sans doute parmi tout cela en plus des gens qui étaient déjà fragiles avant économiquement. Je pense qu'ils ne s'en remettront pas. Et c'est tout un pan de l'économie qui est à l'arrêt et avec des perspectives de reprise qui sont quand même très aléatoires, très incertaines. Et j'imagine que ces gens-là, les aides, bien sûr, sont importantes. Bien sûr que les aides de l'État sont importantes. Mais ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est travailler. C'est voir des clients, c'est faire travailler les fournisseurs. C'est toute une chaîne de fournisseurs et d'activités qui sont impactés par ça.
Oui, c'est une période totalement folle qu'on est en train de vivre en ce moment, totalement incertaine en ce qui concerne l'avenir. Mais enfin, j'espère que très très vite, tous ces gens-là vont pouvoir ouvrir, parce que c'est une nécessité vitale. Merci beaucoup Pascal Dole. Alors je rappelle que vous êtes président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Donc en ce moment, où en est l'activité économique côté en particulier des restaurateurs pour votre zone d'expertise? Alors la communauté d'agglomération est à cheval sur 2 départements, Val d'Oise et Seine-et-Marne, et entoure la plateforme aéroportuaire. Inutile de vous dire que nous cochons toutes les cases négatives. C'est-à-dire l'aéroportuaire est à l'arrêt, l'aéronautique ne fonctionne plus, toute la zone hôtelière alentour qui fonctionne directement en lien avec l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle est à l'arrêt, les restaurateurs autour sont bien entendu fermés, le centre de congrès autour de Villepinte qui alimente aussi une grande partie de l'activité sur la plateforme est à l'arrêt. Comme je le disais, les restaurants et l'hôtellerie, le tourisme, tout ça ne fonctionne plus. Autrement dit, nous, toutes les cases que nous devions cocher, on les coche toutes, elles sont toutes dans le rouge. Donc avec des conséquences d'abord sur l'activité des personnes qui habitent le secteur, mais aussi sur des problèmes liés aux ressources économiques qui font vivre la communauté d'agglomération, puisque c'est l'impôt économique qui alimente en grande partie notre communauté d'agglomération. Et là, le problème, c'est qu'en 2021, on ne sait pas trop où on va. En ce moment, on parle de subventions et d'aider les entreprises, donc c'est le discours de Bruno Le Maire. Mais pour vous, les communautés et les mairies, rien n'est annoncé? Rien. Alors, je pense que la problématique pour nous, ça va être de savoir exactement quel va être l'état de nos recettes, puisqu'il est directement lié à l'impôt économique. Et donc, comme cet impôt économique va forcément être impacté par la crise, et la deuxième couche, là, nous inquiète encore plus, on ne sait pas trop où on va. Et le problème, c'est qu'on doit faire face à un certain nombre de responsabilités qui sont les nôtres, hein, puisque nous avons des compétences particulières qu'on va pouvoir assurer, et boucler un budget sans avoir exactement l'état de nos recettes, c'est très compliqué. Et donc, moi, je pense que l'État, d'une manière générale, devrait se poser la question et devrait s'intéresser sérieusement à ce manque à gagner que nous allons avoir, et de savoir comment on peut le compenser, tout au moins de l'amortir, de façon à ce que ce ne soit pas dramatique. Parce qu'on a une responsabilité aussi économique, nous. C'est-à-dire que... Vous avez la responsabilité économique, vous, maintenant, les communautés d'agglomération. Et d'autre part, il y a un certain nombre de pans de l'économie qui fonctionnent grâce aux collectivités territoriales, de manière générale, le bloc communal. C'est les travaux publics, ce sont les bâtiments. Vous imaginez bien que les voiries, les rues, etc., dépendent des collectivités territoriales. Si demain, nous n'avons plus les moyens de faire, que vont devenir ces entreprises? Donc c'est un autre pan de l'économie qui pourrait être touché. Alors justement, vous êtes en principe le mois de décembre qui arrive là dans quelques jours, c'est le mois propice au vote des budgets, aux préparations des budgets, j'imagine. Est-ce que vous envisagez de couper carrément des actions ou des investissements même? Non, ce que nous allons essayer de faire, ça va être difficile, mais c'est ce qu'on essaie de réaliser. La première chose, c'est, vous savez qu'il y a dans la communauté d'agglomération, il y a une forte redistribution des moyens économiques. Ça, on va tenter d'assurer à toutes les communes, les 42 communes qui composent notre agglomération, de maintenir cette aide budgétaire qui est absolument indispensable à la vie des communes. Le deuxième point, c'est que nous avons des communes en grande difficulté qui sont dans les cadres de ce qu'on appelle les projets en rue, de renouvellement urbain, etc., et pour lesquels nous sommes engagés à prendre un certain nombre de choses à notre charge. Nous allons continuer. Il y a des petites communes qui ne sont pas dans ce cadre-là et qui ne sont pas dans le cadre de la dotation de solidarité, et donc pour lequel nous avons créé, il y a quelques années de ça, par mon prédécesseur, Patrick Renaud, ce qu'on appelle des fonds de concours. On va les maintenir. On va tenter de les maintenir, cela aussi. Et l'autre point, c'est que nous avons des agents qui travaillent pour nous, hein, puisque je vous rappelle que sur Roissy, il y a quand même 700 personnes qui travaillent pour Roissy Pays de France, donc c'est quand même important hein, pour 42 communes, 355 000 habitants. Donc vous voulez dire qu'au sein de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France qui s'étend sur 2 départements, ce qui est une spécificité également en France, vous avez 700 agents qui travaillent pour vous. Oui, dans le domaine de la petite enfance, dans le domaine du sport, dans le domaine dans tout un tas de domaines, dans la culture, etc., puisque toutes ces compétences ont été dévolues à la communauté d'agglomération. Et donc, si vous voulez, ces personnes-là, elles aussi ont besoin d'être rassurées. Et donc, ce que j'ai annoncé et qu'on va maintenir, c'est que
La variable d'ajustement budgétaire, ce ne sera pas la masse salariale, parce que ces gens-là sont pas indispensables pour rendre des services à la population. Mais une fois qu'on a dit ça, il nous reste quelques marges de manœuvre. Nous avions commencé à travailler sur ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement. Bien entendu, celui-ci aujourd'hui est totalement écroulé, il ne correspond plus à rien. Ce que nous allons essayer de tenter, c'est de le répartir d'une manière un peu différente et peut-être retarder un certain nombre d'investissements que nous avions prévus en 2021, 2022, 2023. Peut-être que ça ne se fera qu'en 2024, 2025. Mais en tout cas, nous, on est prêts à rebondir très très vite et à continuer à investir. Nous ne voulons pas arrêter d'investir justement pour ces raisons. On reviendra tout à l'heure sur les projets d'investissement, justement. Merci, merci beaucoup, d'autant qu'il faut rappeler qu'une commune ne peut pas payer... Enfin, si elle met au chômage un agent, elle doit le payer de sa poche, logiquement. Oui, il y a un statut, c'est bien ça. Il y a un statut qui protège les fonctionnaires. On va poser la question à Damien Tabuteau. Alors, est-ce que l'impact économique, vous le voyez maintenant ou pas encore ? Pour nous, forcément, on le voit, oui, ça a un impact cette année, ça a été compliqué. Le premier confinement, effectivement, on a eu 2 mois d'arrêt, donc impossibilité pour nous de nous déplacer, de voir en fait nos futurs clients ou potentiels clients. Dans notre métier, un contact commercial, c'est important. Si on ne les rencontre pas, on n'avance pas. Grosso modo, cette année, ça a été 4 à 5 mois de perdus, et ça, économiquement, on ne peut pas le retrouver, hein. C'est compliqué, on le sent bien. Alors, je parle pour mon activité à moi, mais je voulais revenir à ce que vous aviez dit tout à l'heure, pour un avis personnel par rapport aux stations de ski. J'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi elles ne peuvent pas rouvrir. C'est des activités qui, pour moi, ça dure 6 mois dans l'année, période de Noël, 1er février, enfin, vacances de février. Si elles n'ouvrent pas à Noël, déjà que c'est compliqué pour elles, mais ça risque d'être encore plus difficile. Et là où j'ai encore moins de mal à comprendre, c'est comment on pourrait... Enfin, on est quand même en pleine nature, à la montagne. Donc vous avez plus de mal à comprendre. C'est compliqué. Donc je parle d'eux, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a les restaurateurs forcément, mais voilà. Mais nous, en tout cas, aussi, dans notre métier, ça a été compliqué. Et justement, vous êtes Damien Tabuteau, directeur commercial chez Noé Vendis, donc vous êtes, j'imagine, sur la route souvent. Oui. Alors, comment vous faites en ce moment quand il n'y a plus d'hôtel ou presque pas d'hôtel ou qu'il n'y a pas de restaurant en tout cas? Voilà, comment faites-vous? Lors du premier confinement, effectivement, il n'y avait plus d'hôtel, il n'y avait plus de restaurant. Donc là, effectivement, c'était travail à la maison, on n'avait pas trop le choix. Hein. Pour ce deuxième confinement, on va dire que les hôtels étaient toujours ouverts, mais le gros problème, c'est la restauration. On sait très bien que nous, l'échange avec nos clients, généralement, on se retrouve autour du déjeuner du midi pour échanger. C'est là où on lie des liens, en fait. Hein. On arrive à négocier, à s'entendre. Il n'y a plus ça, c'est quand même compliqué d'aller voir un client et de manger un sandwich sur le bord de la route. Voilà. Donc non, pour nous, cette période, c'est quand même assez difficile. C'est difficile, donc on y reviendra tout à l'heure. Autre information du jour, si vous voulez bien. En tout cas, merci beaucoup pour vos 2 interventions. Pascal Dole, je rappelle que vous êtes président de la communauté d'agglomération Pays de France et maire d'Arnouville. Et Damien Tabuteau, vous êtes responsable commercial chez Noé Vendis. Alors, autre info, donc je vous disais, c'est l'aide aux entreprises qui restent fermées. Eh bien, cela coûtera 1,6 milliard d'euros par mois selon Bruno Le Maire. À partir du 1er décembre et jusqu'au 20 janvier, les entreprises fermées auront le choix entre soit l'aide forfaitaire allant jusqu'à 10 000 euros, soit une indemnisation à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaires de 2019, plafonné à 100 000 euros. Et ce, je répète, jusqu'au 20 janvier. Cela concerne 200 000 entreprises en France. Couvrir toutes les entreprises sans exception qui sont fermées, a déclaré le ministre de l'économie. Jusqu'ici, le fonds de solidarité était restreint aux entreprises de moins de 50, de plus de 50 salariés. Les petites entreprises maintenant et les indépendants qui travaillent mais subissent une perte importante pourront également faire une demande en décembre, mais de l'aide forfaitaire allant jusqu'à 1 500 euros. Le fonds de solidarité a été augmenté par le gouvernement de 2 milliards d'euros supplémentaires depuis le regain de l'épidémie et on n'est pas à l'abri d'une 3e vague. Pascal Dole, j'avais envie de vous demander alors, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la pandémie d'une manière générale? Le port du masque, l'attestation, est-ce le pays de l'absurde? Est-ce que Laurent Berger a dit hier que c'était infantilisant? Alors, est-ce que on doit... Enfin, vous entendez peut-être le débat en ce moment sur rendre obligatoire l'isolement des personnes contaminées, ou n'aurait-on pas pu, par exemple, développer une appli détectrice de tout, comme font les Suisses,
ou bien un QR code comme en Asie pour chacun? Ça fait plusieurs questions, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. La première, c'est est-ce que le gouvernement fait ce qu'il faut? Je ne sais pas s'il fait ce qu'il faut, mais enfin il fait des choses. Voilà. Je ne suis pas un macroniste de la première heure, donc je vous le dis, puisque je ne suis pas du tout macroniste, mais pour autant, je trouve que cette décision d'aider, quoi qu'il en coûte, puisque c'était les termes qui avaient été employés par le président, Absolument. et soutenir l'économie est un amortisseur formidable. Ça ne suffit pas. C'est assez mal fichu par certains aspects et c'est surtout très mal expliqué, puisque je crois que tout le monde l'a constaté. La communication gouvernementale est absolument catastrophique, n'ayons pas peur des mots. Je pense que quand on dit quelque chose le lundi, si c'est contredit le mardi, revérifié le mercredi et à nouveau annulé le jeudi, c'est quand même assez difficilement lisible. On est déjà dans une période extrêmement troublante et troublée pour les personnes, je dirais pour le Kidam. Si en plus on a le sentiment qu'au niveau de la tête du gouvernement ou de ceux qui sont à la tête de la France, ça flotte un peu dans le... C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a deux tendances. Le ministre de l'économie qui veut que tout le monde retravaille et le ministre de la santé qui ferme tout. Oui, alors c'est ça, c'est une espèce de ligne de crête qui est certainement pas facile à trouver. Je n'aimerais pas être à leur place, je vous le dis très honnêtement, ça ne va pas être simple tous les jours. Ça ne doit pas être simple. Mais à un moment donné, on a bien vu par exemple que le confinement total était catastrophique sur le plan économique. Et que les morts économiques et que les conséquences, y compris sur la santé, sont au moins aussi lourdes que celles du Covid. Donc ça vous fait peur pour 2021, c'est ça que vous nous dites? Alors moi, je trouve que pour 2021, ça va être difficile. Parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ne vont pas s'en remettre. On voit les plans sociaux qui succèdent dans les grandes boîtes, mais on oublie tous les sous-traitants, on oublie toutes les petites et moyennes entreprises qui sont derrière, et les indépendants, et les commerçants. Enfin, tout ça, ça commence à faire un peu de monde. Et puis, c'est vrai que les aides qui sont apportées, elles sont quand même financièrement extrêmement lourdes. Il va falloir à un moment donné que quelqu'un paye l'addition. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, enfin en tout cas, il arrivera à un moment donné, il faudra bien, les chiffres sont têtus, il faudra bien qu'on rembourse cette somme. Mais je trouve que les aides qui sont apportées sur le plan économique, les soutiens qui sont importants, voilà, il faut reconnaître les choses quand elles sont faites, et je trouve que cette attitude-là était plutôt la bonne. Après, les mesures sanitaires, le port du masque, c'est pénible. Ça ennuie tout le monde, moi le premier, mais c'est une règle qu'il faut que nous appliquions. Est-ce que vous pensez qu'il faut la garder pour même après? Oui, parce que, par exemple, Finalement. je me souviens, moi, il y a encore 1 an ou 1 an et demi, quand je voyais quelqu'un dans la rue avec un masque, qui était en général d'origine asiatique, ça me faisait sourire en me disant, tiens, c'est bizarre, il met un masque sur la tête. Aujourd'hui, tout le monde a un masque, ça ne choque plus personne. Ce qui choque, c'est le contraire, c'est quand on ne l'a pas. Donc, on a aussi évolué à ce niveau-là, et je pense que si le fait de se laver les mains, d'utiliser des gels hydroalcooliques, le fait de se protéger, de garder des distanciations sociales et de mettre un masque permet de protéger la population, ça ne me semble pas des mesures inconcevables. Ça me paraît être de bon sens. Voilà. Il ne faudrait pas que ça dure 107 ans. Nous sommes des gens qui avons besoin de contact les uns avec les autres. Monsieur tout à l'heure le disait, c'est vrai que c'est pas facile sur le plan commercial, c'est pas facile sur le plan des relations humaines. Et pour autant, voilà, on est dans une période particulière. Tant qu'on n'a pas d'éléments de vaccination ou de médicaments, même si l'avenir semble s'éclaircir, il faut prendre des mesures qui protègent les uns et les autres. Ça me paraît de bon sens. Après, obliger les gens à rester chez eux parce qu'ils sont malades, etc., est-ce que c'est la bonne mesure? Est-ce que c'est infantilisant? Personnellement, je trouve qu'on réglemente beaucoup et que c'est encore de la réglementation sur de la réglementation, encore une fois, de l'ingérence, je dirais, dans la vie individuelle des gens. Ça pose un certain nombre de problèmes autres. Et en plus, l'ambiance générale en ce moment, je trouve que les gens sont un peu tendus, un peu dépressifs. Et si en plus on leur exige de rester chez eux, etc. On a bien vu la catastrophe qu'a été le premier confinement au niveau des EHPAD. Le fait que les personnes âgées ne puissent voir des gens. Il y a des gens qui sont morts d'ennui. On a vu ça, enfin ça a été dit et redit. Donc voilà, je pense qu'il faut, en tout, il faut une bonne mesure, il faut une juste mesure. Il faut surtout faire confiance. Je pense que les Français ne sont pas plus bêtes que les autres. Et je pense qu'il faut faire aussi confiance aux gens. Et par contre, lorsqu'il y a des règles, eh bien, il faut les appliquer. Est-ce que vous seriez pour une appli individuelle finalement? Par exemple, les Suisses, eux, réfléchissent à une appli qui détecte le Covid par la toux, puisque ça émet une fréquence particulière. Les Asiatiques ont fait d'autres applis ou un QR code. Est-ce qu'on n'aurait pas pu finalement développer une appli tout de suite qui permettait d'identifier ceux qui avaient le Covid? Est-ce que ça aurait été une bonne solution pour vous? Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais tout ce qui peut permettre à un moment
moment donné de bloquer le Covid et de rendre la vie plus facile, le retour à une activité et à une vie normale, je pense qu'il faut s'en saisir et puis analyser. Alors Damien Tabuteau, j'avais envie de vous demander, merci beaucoup Pascal Doll, je rappelle que vous êtes président de la communauté d'agglomération Roissy-Près de France et maire d'Arnouville. Damien Tabuteau, le port l'attestation, vous en pensez quoi vous? Voilà. Après, je trouve qu'encore, comme disait monsieur à côté de moi, là, en fait, effectivement, encore une fois, l'attestation, c'est une absurdité, puisqu'en plus, on se la fait nous-mêmes. Donc, c'est quelque chose on a l'impression de marcher un petit peu sur la tête. Encore une fois, c'est comme vous disiez, c'est vraiment infantiliser les gens. On essaie de les responsabiliser, mais en même temps, on fait notre attestation. On peut en faire 2 ou 3 par jour, ça n'empêche rien. D'ailleurs, on le voit très bien en ce moment, depuis le reconfinement. Il y a quand même beaucoup de gens qui sortent. C'est moins bien, j'ai l'impression en tout cas, moins bien respecté. Donc moi, je trouve qu'effectivement, une attestation, pourquoi pas, mais de là à nous la faire nous-mêmes, bon, c'est un peu paradoxal quand même. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous êtes, je rappelle que Damien Tabuteau, vous êtes directeur commercial chez Neo Vendis. Autre info du jour, c'est l'activité de commerce de prêt-à-porter de détail, habillement donc, et les jouets pourraient voir leur stock d'invendus repris par le gouvernement en 2021 et donné à des associations humanitaires. Ce serait une bonne nouvelle pour tous les commerçants qui, notamment dans ces 2 domaines, ont été bien sûr très impactés. Alors dans le domaine du jouet, eh bien la marque Lego s'est fait taper sur les doigts par l'autorité de la concurrence car elle aurait justement favorisé les points de vente au détail plutôt que les plateformes comme Cdiscount ou Amazon. En fait, ils auraient donné des ristournes supplémentaires et ce qui fait que le groupe Cdiscount, donc le groupe Casino mais aussi Amazon, ont attaqué auprès de l'autorité de la concurrence, puisque Lego a favorisé les chaînes comme Jouet Club, King Jouet, La Grande Récré ou Toys R Us, en donnant une marge supplémentaire pouvant aller jusqu'à 13% par l'intermédiaire de remises fonctionnelles. Voilà. Manifester leur soutien peuvent s'associer à cette démarche. Le dispositif est coordonné dans le cadre du comité de pilotage par le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il mobilise l'État, les associations de solidarité avec l'Arménie, des organisations humanitaires, des fonds d'entreprise et des établissements hospitaliers. Il s'articule autour de 3 axes. Donc l'envoi d'une mission de chirurgiens et de matériel chirurgical, mais aussi de couverture et de kits d'hygiène. Le transport de dons rassemblés par les associations de solidarité vers l'Arménie, notamment avec la Fondation Aznavour et l'Union générale arménienne de bienfaisance, et puis le renforcement de la coopération hospitalière entre les établissements des 2 pays. Il y a également des sportifs qui se joignent au convoi qui part demain et qui se mobilisent. Je rappelle que 120 000 Arméniens ont été déplacés et vivent pour certains dans des conditions insoutenables suite à cette guerre opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan qui est soutenu par la Turquie. Pascal Doll, quelle est votre réaction? Parce qu'il faut quand même dire à nos auditeurs que Arnouville, c'est une terre d'accueil des Arméniens. Oui, depuis 1920, suite au génocide, le premier génocide du XXe siècle, dont Hitler avait dit, mais qui se souvient du génocide arménien? Donc voilà, c'est toute une histoire qui nous lie à l'Arménie. J'ai moi-même eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Arménie et même en Artsakh, pays merveilleux, avec des gens accueillants que l'on dit être nos amis. Je dis bien que l'on dit être nos amis parce que les mesures qui sont prises là, bien sûr que je les trouve indispensables et qu'il faut le faire, mais au moment où il y a eu l'agression au mois de juillet concernant l'Artsakh, avec toutes les préparations qui ont été faites, les mouvements militaires avec la Turquie derrière, tout ça orchestré par Erdogan, on aurait peut-être pu réagir un peu plus violemment que ça. On aurait peut-être pu être vraiment aux côtés de nos amis. La France se dit amie de l'Arménie. Eh bien écoutez, je trouve que si les amis se comportent comme ça, c'est pas vraiment des amis. Et je suis, moi personnellement, et je vous le dis, voilà, je ne mâche pas mes mots parce que je n'ai pas l'habitude de tourner autour du pot, je suis honteux et en colère. Parce que je trouve qu'on aurait pu intervenir beaucoup plus que ça. La France a été d'un silence assourdissant. Et quant à l'Europe, elle est totalement inexistante. Comme les Américains étaient occupés avec le match Biden-Trump, la Turquie a pu faire à peu près ce qu'elle voulait.
Les Russes ont commencé à dire qu'ils sifflaient à la fin de la récréation, mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Aujourd'hui, moi qui connais bien la région, ce sont les Russes qui maintiennent la sécurité dans la zone de Souchi. Et Souchi, c'est une ville très importante, juste à côté, pas très loin de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Et moi qui ai signé une charte d'amitié, qui est d'ailleurs au tribunal, puisque la France, quand une ville ou quand un maire signe une charte d'amitié avec un pays comme le Haut-Karabakh, on nous met au tribunal, pour savoir. Donc j'y suis, je suis au tribunal, j'ai perdu en première instance et en appel, mais je ne vais pas m'arrêter là. Donc si vous voulez, ces pays dans lesquels je suis allé, dans la petite ville de Scherer avec laquelle j'ai signé une charte d'amitié, aujourd'hui est sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Donc ces gens sont partis de chez eux, ce sont des terres arméniennes, ce sont des gens qui sont là depuis des centaines d'années, des millénaires, qui sont sur leur terre, qui avaient décidé de vivre tranquillement, qui ne demandaient rien à personne, avec une démocratie, ce qui est suffisamment rare dans ce secteur-là pour quand même le souligner, avec une vraie démocratie. Et ces gens-là, on leur interdit le droit de vivre comme ils l'entendent, comme ils le souhaitent, en tranquillité, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont le malheur d'être arméniens, chrétiens, et que dans cette région-là, l'Azerbaïdjan, la Turquie ne supporte plus qu'il puisse y avoir des gens qui ne soient pas turcs, ou qui ne soient pas de la même religion que les Turcs. Et c'est ça le fond du problème. Et c'est malheureusement une histoire qui se renouvelle. Qui se répète en fait. Et qui se répète. On a déjà connu ça. C'est la continuité du génocide. Qu'on le veuille ou non, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est la continuité du génocide. C'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Les Turcs n'ont jamais reconnu le génocide. Les pays européens et dans le monde l'ont reconnu, mais un peu tardivement, mais heureusement. Et la France l'a reconnu. La Turquie a même pris la lie de la population pour carrément tuer les Arméniens à l'époque du génocide. Tout à fait. Donc on voit bien que ça continue. Or, on a connu ça sous d'autres ères, on a connu ça à d'autres moments. Ce type de dictateurs ne comprennent que la force et qu'à un moment donné, il faut dire stop. Et vous dites que l'Europe est absente et la France aussi, bien évidemment. Je dis que l'Europe est absente et je dis que la France n'a pas eu le courage d'aller au bout de son amitié avec l'Arménie. Voilà. Alors vous avez dit quelque chose également, vous avez dit des choses très importantes, vous dites que c'est honteux, vous êtes en colère, vous dites que c'est un silence assourdissant, mais vous avez aussi évoqué un sujet qu'on ne connaît pas, c'est qu'une ville peut être mise, et donc vous en tant que son représentant, en tant que maire d'Arnaudville, peut être mise au tribunal parce que vous avez signé une charte d'amitié. Oui, expliquez-nous. Je vais vous expliquer, je vais essayer d'être rapide et c'est un peu technique. Mais comme la France n'a pas reconnu le Haut-Karabakh, nous n'avons pas de relation diplomatique avec le Haut-Karabakh, on appelle l'Artsar, c'est la même chose. Le Haut-Karabakh et l'Artsar, c'est la même chose. Le fait que j'ai signé une charte d'amitié avec le maire de Scherer, mon ami Mirta Mangasarian, donc un Arménien, c'est susceptible de mettre mal à l'aise le Quai d'Orsay. Et donc à ce titre, je suis considéré comme quelqu'un qui met à mal la politique internationale de la France. Alors je rigole, parce que je ne vois pas en quoi ça met à mal la politique internationale de la France. Il y a toujours eu des chartes d'amitié à signer. Il y en a même eu signé avec la Palestine, même à l'époque où elle n'était pas reconnue. Donc voilà, je trouve que là, c'est vrai. Enfin, on a vraiment autre chose à faire, à mon avis, en France, que de mettre des maires, quels qu'ils soient, puisque je ne suis pas tout seul, il y en a d'autres, du côté de Bourg-les-Valences, etc. On a peut-être autre chose à faire que de faire du tatillonnage administratif ou judiciaire. On serait quand même... On perd son temps. Oui, et on serait quand même plus dans notre rôle que d'aider nos amis arméniens, et pas seulement par des mots, mais en faisant réellement. Mais qu'est-ce que vous encourez comme peine, finalement, en plus? Pas grand-chose, sur le plan... voilà, je pense... Enfin, on ne va pas le mettre en prison, fort heureusement. Mais, mais c'est le principe. C'est le principe même. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus, dans un pays comme le nôtre, être libre d'être ami avec qui vous le souhaitez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et moi, de ce point de vue, je trouve ça scandaleux. Et donc, je vais aller jusqu'au bout de ce que me permet la juridiction française. Ma liberté de faire et de penser jusqu'au bout. Merci beaucoup, Pascal Doll. Je rappelle que vous êtes maire d'Arnaudville et président de la communauté d'agglomération de Roissy. Vous êtes sur IDFM, Radio Anglais, la radio du bien-être.
On continue avec vous, Pascal Doll, pour voir un petit peu alors justement l'avenir pour Arnouville. On va commencer peut-être par votre fonction de maire, puisque vous êtes maire depuis 2015. Donc dans cette crise économique qu'on a déjà beaucoup évoquée depuis une demi-heure, quels sont les projets finalement? Est-ce que ceux qui sont porteurs, chefs d'entreprise ou porteurs de projets, viennent taper à la porte pour vous dire quand ça ne va pas? Est-ce que vous mettez en place des mesures pour accompagner la population? Comment ça se passe en ce moment? Alors, en ce moment, faut être à l'écoute, très à l'écoute des gens, les habitants des communes, c'est vrai sur Arnouville, mais c'est vrai j'imagine ailleurs, sont un peu, comment dirais-je, ont un peu les nerfs à cran, sont un peu tendus, etc. Donc ce qu'il faut surtout, c'est un petit peu, on a besoin de calmer un petit peu tout ça et d'être à l'écoute des gens. Ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est que dans des communes comme les nôtres, il y a tout un tas d'activités que nous faisions qui sont à l'arrêt. On parlait tout à l'heure des sports, mais c'est vrai sur le plan culturel, c'est vrai sur le plan associatif, c'est vraiment tout un tas de choses. Et je passe mon temps, malheureusement, à annuler tout un tas d'événements festifs qui devaient se dérouler depuis ces quelques derniers mois et qui n'ont plus lieu, et qui étaient des moments de rassemblement, des moments de concorde, voilà, au niveau de la population. Bien sûr, les entreprises, elles sont très en demande, mais les commerces ont là des perspectives d'ouverture, mais par exemple pour les bars et restaurants, ça reste un vrai drame. Et donc ils passent leur temps à taper à notre porte en disant mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour nous, etc. Donc on essaye de faire remonter les informations, on essaie d'expliquer aux services de l'État, on essaie d'expliquer aux différents ministères dont ils dépendent qu'il y a des choses à faire et qu'il faudrait peut-être les mettre en œuvre assez vite. Et que les commerçants sont aussi des gens raisonnables, c'est-à-dire que les mesures de barrières, les mesures de protection, etc., pour leurs clients, ils les mettent en place. Donc il faut aussi peut-être regarder les choses, arrêter de regarder les choses par le petit bout de la lorgnette, et puis essayer d'avancer. Mais en fait, c'est encore infantiliser nos chefs d'entreprise, ces mesures. Une fois de plus, on est toujours en train de se dire qu'en France, on trouve que les gens ne sont pas raisonnables. On va leur expliquer que de vue d'en haut, vu des bureaux des uns et des autres, on va vous expliquer comment il faut faire. Si vous voulez, c'est à peu près aussi pénible que si le syndic de votre immeuble venait vous expliquer comment vous devez faire la cuisine chez vous. Vous considérez que votre syndic, c'est normal qu'il gère les parties communes, qu'il y a un certain nombre de choses, parce qu'il faut bien que ce soit réglé. Ça, oui, tout le monde le comprend. Mais qu'on vienne vous expliquer chez vous comment vous devez faire cuire vos pâtes, ou de quelle couleur vous devez choisir votre papier peint, c'est intolérable. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train toujours de nous expliquer ce qu'on doit faire partout, dans tous les compartiments du jeu. Laissons un peu les gens et les autorités, que ce soit les maires, que ce soit les présidents de conseils départementaux, que ce soit les présidents d'agglomération, faire des choses, avancer et arrêtons d'infantiliser tout le monde. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même qu'on ait chacun dans son rôle, chacun à sa place, et les vaches sont bien gardées. Arrêtons ces successions permanentes de réglementations, d'injonctions, de normes qui nous sclérosent et qui font qu'aujourd'hui, plus personne ne bouge. On parlait tout à l'heure de l'action du gouvernement. Le gouvernement met en place des choses et tout, ils se sont peut-être plantés sur trucs, ils n'ont pas forcément tout fait bien. Ok, on leur met les juges là dans les pattes au moment où il faut prendre des décisions extrêmement importantes. Qu'est-ce qu'on fait? On va perquisitionner chez le ministre de la Santé. C'est aberrant. On est au pays de l'absurde, c'est ça que je voulais dire. On marche sur la tête. On marche sur la tête. C'est quand même incroyable, cette judiciarisation, finalement, de tout, en fait, jusqu'aux membres du gouvernement. C'est ça que je voulais dire. Plus personne n'ose bouger. Si vous voulez, la première réflexion que se font maintenant les décideurs, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est qu'est-ce que je risque. Quels sont les risques? C'est terrible. Enfin, je veux dire, dans un pays moderne comme le nôtre. Et du coup, malgré ça, vous avez quand même pris la fonction de président de la communauté de Roissy-Pays de France. Oui, oui. Bon, voilà, parce que ça m'intéresse, parce que c'est intéressant, parce que en fait, il faut être intrépide. Oui, enfin, non, déjà rien, mais les 42 maires, les 41 maires avec lesquels je travaille sont des amis. On n'a pas tous les mêmes, on ne lit pas tous le même journal, mais pour autant, on s'entend bien. Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes opinions. Alors justement, parlons projet à la fois pour la ville d'Arnouville et puis pour la communauté d'agglomération, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets pour le Val d'Oise. Les transports, bien sûr l'économie, on en a parlé, l'emploi et la formation. Donc, quel projet, comment le transport? Alors, j'imagine, on pense tous à cette ligne fameuse, à la fois la ligne 17, à la fois la ligne rapide entre Roissy et Paris. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors,
Sur le plan purement arnevillois, on a un certain nombre de projets. On a le quartier de la Gare qui va être réformé complètement avec tout un tas de projets urbains, etc. Donc là, il y a de grosses activités. On continue, bien entendu, à investir pour améliorer la ville. Donc là, quoi qu'il en coûte, vous aussi, même s'il y a des difficultés de gestion, ces projets-là, vous continuerez à investir. On continuera à investir et à les faire progresser. On a aussi de beaux projets autour du château d'Arneville, dans le domaine culturel, etc. Enfin bref, on a un certain nombre d'autres projets. Ce n'est pas les idées qui nous manquent, hein, mais c'est souvent le moyen de les faire. En ce qui concerne les transports, ça d'une manière un peu plus générale sur la communauté d'agglomération, oui, il y a des gros sujets. En général, on a les transports qu'on ne veut pas, ça on nous les impose, et ceux qu'on veut, on a du mal à les sortir. Donc la ligne 17, la gare du Triangle de Gonesse sont pour nous des priorités absolues. L'aménagement du Triangle de Gonesse, c'est une priorité absolue. Après, il y a tout un tas d'autres projets qui peuvent se décliner sur le territoire, et bien entendu, nous les accompagnerons. Mais vraiment, là, l'arrêt de ce qui était Europa City, il y a 1 an d'ailleurs, hein, puisque c'était en novembre de l'année dernière, ça a mis un coup terrible à un projet, enfin, à tout un tas de projets que nous avions en tête, et l'arrêt de cette opération a été vécu comme un traumatisme. Très bien. Passons à autre chose. C'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus, passons à autre chose. Nous avons là, sur le territoire de Gonesse singulièrement, 110 hectares qui appartiennent aujourd'hui à l'État, au travers de l'EPFIF, et avec un projet d'axe de circulation qui est la ligne 17, avec son terminus au Ménil-Amelot. Tout ça étant acté, signé, prévu, financé. Alors, le problème, c'est aujourd'hui le rythme des travaux, hein, le financement qui doit suivre, etc. Mais tout cela est dans les cartons, tout cela est réglé. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Et il y a toujours quelqu'un pour remettre ça en cause, pour se poser la question, est-ce qu'il faut pas, etc. Arrêtons de se regarder dans une glace, faisons les choses comme on doit les faire, avançons. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une mission qui est conduite par le préfet autour de ce projet suite au rapport qu'a fait M. Roltangui. J'allais dire pour le rapport Roltangui, tout ça pour ça. On va faire un certain nombre de propositions qui sont en cours d'élaboration. Donc pour vous, le rapport Roltangui n'est pas à la hauteur et vous faites des contre-propositions? Pas du tout. C'est un projet où on reprend un catalogue d'opérations qui auraient dû se faire, qui ne se sont pas faites en matière de transport, etc. Mais donc on perd encore du temps, vous voulez dire? On perd encore du temps. Moi je pense que voilà, les territoires savent exactement ce dont ils ont besoin. Le département du Val d'Oise, avec sa présidente Marie-Christine Cavecchi, sont à la manœuvre. Le préfet du Val d'Oise est à la manœuvre. Nous sommes avec. Les villes directement concernées le sont. Et bien entendu, tout ça va donner un projet qui va être beaucoup plus intéressant. C'est très important pour vous, d'autant que vous êtes président de la communauté d'agglomération de Roissy. Comment vous allez faire pour avoir du poids et pouvoir, qu'on puisse un jour voir un projet sortir? On est déjà à 20 ans. Oui, alors écoutez, moi j'ai bon espoir que à toute chose malheureusement. La situation que nous vivons là est peut-être aussi un révélateur. C'est un révélateur en ce qui concerne par exemple l'économie de notre communauté d'agglomération qui est beaucoup trop tournée sur l'aéroportuaire. Il faut aussi que nous nous diversifions. Je me tourne vers monsieur qui est entrepreneur et madame. Si on n'a qu'un seul client, on est extrêmement fragile. Là, nous n'avons qu'un seul fournisseur, je dirais, pour résumer. On est donc très fragilisé. Il faut que nous diversifions. Et l'occasion de diversifier autour du Triangle de Gonesse est une bonne opportunité. Il faut que nous la saisissions. En plus, je pense que c'est l'endroit où on peut mettre des projets phares qui pourraient être des entraîneurs, comme a pu l'être par exemple le projet de Stade de France à la Plaine Saint-Denis. Moi, il y a quelques années maintenant, je crois, maintenant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais quand on passait à la Plaine Saint-Denis avec les gazoducs, machin et tout, c'était d'une mocheté absolue, c'était une tristesse terrible. Aujourd'hui, quand on passe là, c'est un quartier moderne, c'est un quartier d'affaires, il y a des bâtiments, ça ressemble à une... C'est un quartier qui s'est complètement créé finalement, il y a eu des nouvelles activités. En l'espace de 20 ans. Voilà. Je pense qu'on peut faire la même chose dans l'Est du Val d'Oise. La théorie que je tiens, moi, elle est la suivante. C'est que depuis la création des villes nouvelles, que ce soit Cergy-Pontoise ou Melun-Sénart pour la partie seine-et-marnaise, on s'est focalisé sur les villes nouvelles. On a un peu oublié qu'on avait là, dans le nord-est du Val d'Oise et dans le nord-ouest de la Seine-et-Marne, un aéroport qui était un produit incroyable et qu'il fallait développer et qu'il faut aider à se développer.
c'est quand même la première frontière internationale de la France. C'est la vitrine. C'est la vitrine. Tous ceux qui viennent du monde entier passent par Roissy. C'est notre première frontière internationale, donc elle ne nous appartient pas à nous. Roissy, pays de France, elle appartient à la France. Donc c'est vraiment quelque chose dans ce secteur-là qu'il faut que nous développions et que nous rendions exemplaire. Bien entendu, en prenant en compte tous les éléments de la réflexion d'aujourd'hui, avec le développement durable, etc. Il ne s'agit plus de faire n'importe quoi. Mais pour autant, comment ne pas développer ce secteur-là? Ça n'aurait aucun sens. Enfin, vu de l'étranger, j'imagine que vu de Shanghai, ou de New York ou de Sydney, ce serait incompréhensible. Incompréhensible. Donc il faut que nous accompagnions ce développement. Aujourd'hui, l'aéroport d'ADP a pris conscience depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis une bonne 10-15 d'années, qu'ils étaient dans un territoire. Et d'ailleurs, on a des rapports de relations qui sont beaucoup plus étroits qu'ils n'ont pu l'être à une période. Et nous, notre territoire, qu'on le veuille ou non, nous avons là un allié, même s'il y a aussi des inconvénients. Hein, parce qu'il y a les avions, il y a le bruit, etc. Et puis il y a la circulation. Mais tout cela doit être regardé, doit être vu, analysé et développé, mais dans de bonnes conditions et sans faire fi d'un certain nombre de règles d'aujourd'hui de développement durable, de faire attention aux populations qui sont en dessus, etc. Mais c'est tout de même un fleuron de notre économie. C'est quand même notre première frontière internationale et je pense qu'on ne peut pas passer à côté du développement de ce secteur-là. Et le triangle de Gonesse est parfaitement dans la ligne droite de ce développement et sur la ligne 17, qui à mon avis n'a aucune raison d'être mise en cause. Moi, pour ma part, elle a toute sa place et elle est évidemment un élément structurant de la... On perd trop de temps à discuter autour de projets qui sont décidés, c'est ça? Quels sont les besoins en emploi, et puis après en formation évidemment, quels sont les besoins en emploi immédiat pour cette zone Roissy, Pays de France? Alors aujourd'hui, la plateforme aéroportuaire, c'est 90 000 emplois. Donc vous imaginez que le nombre d'emplois, si l'activité continue à augmenter, est importante. Sur le secteur du triangle de Gonesse, le projet d'EuropaCity représentait entre 10 et 20 000 emplois en fonction de qui donnait les chiffres. Vous savez, c'est soit les chiffres donnés par les syndicats, soit par la police, donc on n'est jamais d'accord. Mais enfin, en gros, il y a là un nombre d'emplois considérable à sortir de là. Et nous sommes dans un secteur où l'activité démographique est importante. Hein. La poussée démographique est importante. On a un certain nombre de jeunes qui arrivent sur les territoires. C'est pour ça que je vous pose la question. Il faut que nous ayons des perspectives. Donc très très vite, il faut que nous puissions donner les 20, 30, 40 000 emplois immédiats. Vous pensez qu'il y a un besoin de 40 000 emplois? C'est le chiffre attendu en fait dans cette partie du Val d'Oise. Oui, on a au moins ça. Enfin des deux départements peut-être. Sur les deux départements, on est au moins une quarantaine de milliers d'emplois à couvrir. Oui. Donc l'objectif des projets finalement qui doivent sortir de terre, si je puis dire, entre les projets d'ADP et puis d'autres éventuellement projets, c'est 40 000 emplois à la clé. Ah oui, c'est ça. Alors les projets sur ADP étaient même bien supérieurs à ça, mais aujourd'hui, compte tenu des conditions, c'est un peu plus difficile, mais c'est minimum 40 000 emplois. Compte tenu des idées qui circulent, puisqu'il y a toute une liste, comme vous l'avez dit, vous êtes en train de travailler dessus, de faire des contre-propositions avec le préfet, Monsieur Amaury de Saint-Quentin, le préfet du Val d'Oise. Quelle priorité à la formation, quelle orientation de formation souhaitez-vous? Alors, il faut absolument que la formation soit au cœur du sujet. Nous avons un certain nombre de jeunes qui sortent de nos territoires, de nos quartiers, et qui n'ont pas forcément de diplôme. Ces jeunes-là, il faut les amener dans le monde de l'emploi, c'est compliqué. Et puis par ailleurs, il faut aussi que nous ayons des formations, y compris des formations supérieures, pour pouvoir conserver sur notre secteur des cadres, et des cadres de haut niveau. Donc il y a toute la chaîne, entre ceux qui n'ont aucun diplôme et les cadres de haut niveau, jusqu'au doctorat, etc., dont on a besoin. Donc il faut que sur ce secteur-là, nous ayons des organismes de formation qui viennent s'implanter. On ne sort pas de ce quadriptyque qui est le développement économique, l'habitat, le transport et la formation. On peut prendre le problème dans tous les sens. Il faut que ces 4 éléments-là fonctionnent de manière coordonnée et conjointe. Il faut que les gens puissent trouver un emploi pas trop loin de leur domicile. Il faut que les gens puissent aller du lieu de leur domicile à l'emploi de manière assez facile. Et pas seulement à l'emploi, on peut aussi aller dans les lieux culturels, on a quand même le droit de se déplacer. On peut aussi se déplacer pour autre chose que pour aller travailler. Et pour que ces gens-là puissent bénéficier des emplois
qualifiés ou très qualifiants qui sont sur ces secteurs, il faut que les gens soient formés. Et donc c'est vraiment les 4 éléments-là dont je parle qui sont indissociables. Pascal Dole, vous êtes président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et maire d'Arnouville. On a donné, donc l'année dernière, on a donné une importance très forte puisqu'on a donné la délégation économique aux communautés d'agglomération. On appelle ça maintenant des EPCI. Quel est, j'allais dire, votre pouvoir réel en fait? Nous, en fait, notre pouvoir, il est surtout d'être des facilitateurs d'implantation d'entreprises. Sur Roissy, Pays de France, il y a 72 zones industrielles. Vous imaginez, c'est énorme. Donc ces 72 zones industrielles, il faut qu'on les mette en marche, en état de fonctionner, et il faut qu'on offre des possibilités aux entreprises qui veulent s'implanter dans notre secteur de le faire dans les meilleures conditions possibles, avec un environnement qui soit le plus favorable, de façon à ce qu'ils viennent. Je ne peux pas obliger des entreprises à s'implanter, parce que voilà, ça ne se décrète pas. Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est que l'on peut aider les entreprises à s'implanter. On a pour ça une agence de développement, Roissy Dev, qui fonctionne très très bien, et pour lequel d'ailleurs, c'est pas un scoop, mais je vous l'annonce, nous avons mis en place ce qu'on appelle une DevBox, qui permet aux différentes entreprises du secteur de pouvoir se communiquer entre elles, et aussi pouvoir avoir connaissance de tous les marchés publics qui sont mis en place, soit par la communauté d'agglomération, soit par les villes qui la composent. Alors ça c'est le scoop du jour, c'est le scoop du jour avec vous, voilà Pascal Dole. C'est la DevBox pour les entreprises de Roissy Pays de France. Donc concrètement, comment fait-on? Alors en fait, si vous voulez, il va y avoir des commandes, ça va être comment développer, il va y avoir des informations qui vont être données aux entreprises, etc. Mais c'est tout simple, hein, ça va être par l'intermédiaire d'Internet, les gens vont pouvoir il y aura un code qui permet de s'y inscrire, et comme ça permettra aux Donc on obtient un code confidentiel en tant qu'entreprise? Oui, c'est ça, les entreprises auront leur code et pourront communiquer entre elles. Et puis, si vous voulez, tout le monde rentrera dans cette box, fait un petit film, je ne sais pas comment on appelle ça, on fait une petite capsule d'1 minute pour présenter son entreprise, de façon à ce que toutes les entreprises du secteur qui cherchent par exemple un électricien, un plombier, un chauffagiste, que sais-je encore, sachent que à quelques encablures de là, il y a une entreprise qui fait ça, et plutôt que d'aller chercher des fois bien loin ce qu'on a à côté, d'en profiter, c'est du B2B, ça permet à tout le monde de pouvoir travailler en facilitant les rapports entre les uns et les autres. Et puis, c'est l'accessibilité au marché public et à toutes sortes de marchés, parce que je vous rappelle que les communes passent des marchés publics sous forme d'appel d'offres, mais aussi peuvent avoir des marchés de gré à gré, voilà, et donc ça permet aussi aux entreprises du secteur de savoir ce qui se fait dans les communes alentours. Voilà une très bonne initiative pour pouvoir permettre de sauver nos entreprises et notamment, bien sûr, comme on dit, le Made in France. Et plus on va près de chez soi, et mieux c'est en plus pour la planète. Merci Pascal Dole pour cette bonne idée qui va redonner de l'espoir aux chefs d'entreprise de la zone Roissy Pays de France. Mais alors si on est en dehors, mais du Val d'Oise, est-ce qu'on peut quand même adhérer à la DevBox? Écoutez, on n'est pas... On est ouvert. On est ouvert. De France, on est ouvert, puisque, comme je le disais tout à l'heure, Roissy, c'est la première frontière. Comment pourrait-on être fermé? On va peut-être, si vous voulez bien, redonner l'adresse mail de contact si on veut des informations de Roissy Pays de France. Est-ce que ça, vous le savez par hasard? Bon, on le mettra plus tard. On le mettra sur notre plateforme. Merci Pascal Dole. Alors Damien Tabuteau, belles initiatives, vous avez entendu de la part de la région, de la zone du Val d'Oise, de l'Est du Val d'Oise, Roissy, Pays de France, c'est cette DevBox pour permettre aux chefs d'entreprise d'écouter ou de répondre au marché, quel qu'il soit, ou bien de travailler entre eux. Alors vous êtes directeur commercial chez Neovendis et vous diffusez une enseigne très originale finalement. Ce sont des magasins automatiques. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Donc en fait, effectivement, l'enseigne s'appelle Ximity. Le concept de l'enseigne, c'est d'être ce que nous on appelle des magasins entièrement automatisés, que l'on va soit installer effectivement dans les centres-villes, en périphérie, mais également maintenant aussi dans les petites communes de 3000 habitants où effectivement, dans certaines zones, il n'y a plus du tout de supérette, il n'y a plus rien, mis à part quelquefois un bureau de tabac. Mais voilà. Donc là, on va apporter un service à une population qui est en demande. Donc l'idée au départ, quand vous avez constitué avec le fondateur la société, le développement en produit, c'était de pallier justement au manque de magasins dans les zones rurales? Alors en fait, pas du tout. C'est-à-dire que Neovendis, à la base, c'est un bureau d'études. Ximity appartient à Neovendis. Donc nous, on travaillait sur différents
différents projets, beaucoup de machines spéciales. On a aussi beaucoup travaillé pour la grande distribution, où on fabriquait ce que on appelait en fait des magasins dans les entrepôts, qui permettaient en fait le rangement des palettes dans des grands entrepôts. Et à un moment donné, l'idée est venue de faire ce que l'on faisait dans des immenses entrepôts, de miniaturiser, de pourquoi pas, du coup, créer une petite supérette sur le même modèle. Voilà comment est venue l'idée du magasin automatique. Et ensuite, en fait, on s'est dit, voilà, on a la possibilité de pouvoir le développer commercialement sous forme, effectivement. Alors, nous, on n'est pas une franchise, hein, on est une licence de marque, c'est un petit peu différent. Et donc, de pouvoir, en fait, après, nous développer, que ce soit en France, mais également aussi maintenant en Europe, puisque on a notre premier magasin depuis cette année en Suisse. Alors revenons sur ce magasin autonome justement. Donc vous avez miniaturisé, finalement c'est comme un distributeur automatique en fait, si je résume. C'est un peu ça l'idée. La différence parce qu'en fait un distributeur, ce qui va différencier notre magasin d'un distributeur, c'est le nombre de références qui sont disponibles pour le client. Voilà, l'avantage vous c'est que c'est énorme le nombre d'articles qu'on peut y trouver. Alors nous on va de 200 références minimum, ou alors après on n'a pas de limite, hein, ça peut être 1000, 1200, 1300 références disponibles au client, ce qui fait à peu près, quand on est sur un magasin 1000 références, on va avoir à peu près disponible pour le client un peu plus de 7000 produits. Donc 1000 références, 7000 produits, c'est la taille maximum, 7000 produits, ou bien on peut en mettre plus? Actuellement, on vient d'ouvrir là à La Rochelle la semaine dernière, donc notre premier magasin qui fait 1000 références produits. Mais on peut très bien aller à 1200, 1400 ou 1600. On n'a pas de limite jusqu'à maintenant. Ce qui va nous limiter, ça va être la taille de l'emplacement qu'on va avoir. Ce qui veut dire qu'en fait, selon la demande, vous adaptez, vous construisez à la demande un appareil, un magasin automatique. Nous, tous nos magasins, en fait, sont tous différents. Ils sont faits tous sur mesure. On va surtout s'adapter, alors pas forcément à la demande du client, mais surtout à la demande de la zone d'implantation. Il n'est pas forcément utile très souvent de mettre des gros magasins s'il n'y a pas la population qui va avec ou la zone de chalandise. Combien de mètres carrés faut-il pour installer, c'est comme un robot finalement ce magasin? C'est un automate. Oui. Donc le plus bas, on va dire, il nous faut au minimum 25 mètres carrés. Puis après, effectivement, pour un magasin qui va faire 1000 références, on est sur du 70-80 mètres carrés d'emplacement, de local ou d'emplacement. Comment ça se passe si on veut travailler avec vous pour obtenir un magasin autonome? Donc, est-ce que vous avez dit que vous travaillez en licence, c'est-à-dire expliquez aux auditeurs ce que ça veut dire. Les gens signent un contrat de partenariat avec nous pour accéder à la marque. Et automatiquement, effectivement, à ce moment-là, nous, on leur fait tout le projet, si vous voulez, entre le moment où ils décident de s'implanter sur une ville et le moment où on va ouvrir le magasin. On les suit et on les accompagne dans tout le développement de leur projet, mais également dans toute la partie technique, on va dire, hein, qui va être la constitution de l'automate, le suivi de travaux, etc. Alors l'avantage d'un automate, donc c'est une petite surface, une micro-surface alimentaire. On peut mettre des produits alimentaires, mais on peut mettre d'autres choses, j'imagine. Effectivement, nous, tout est réfrigéré. C'est des magasins qui sont sous chambre froide, maximum 4 degrés. Donc vous pouvez mettre soit des produits frais, classiques, ce qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces, mais également des produits secs, des produits DBH. On n'a pas vraiment de limite en fait en soi, on peut tout mettre, sauf des produits surgelés. Voilà, donc à qui décide après des produits? C'est celui qui veut l'installer ou bien vous l'aidez à... On fait ça en partenariat. Nous, on a une expérience maintenant, on est là pour les aider et les accompagner. On sait les produits qui fonctionnent en fonction également de la zone de chalandise. Donc nous, on va les accompagner pour mettre le mix produit, ce qu'on appelle le mix produit, le meilleur pour que le magasin fonctionne. Forcément. Bien sûr. Et parce qu'en plus, l'avantage, c'est qu'on peut consommer 24 heures sur 24. Alors nous, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures Un automate ne fait pas de pause en plus. C'est ça. Donc là, vous avez dit qu'il faut travailler avec vous sous licence. Ça veut dire que vous vous engagez à quoi? À entretenir le matériel? Alors nous, effectivement, il y a des contrats de maintenance avec nous. On est seul à faire ça en Europe. Donc nous, il y a un contrat de maintenance où on entretient le matériel. Mais après, c'est aussi un accompagnement. C'est-à-dire à l'ouverture du magasin, mais après au suivi. Ils vont quand même avoir des règles à respecter. Le suivi de la charte graphique, la propreté. Nous, on a une certaine charte, hein, donc il faut qu'ils le suivent. Mais on va être aussi là pour les accompagner, pour le moindre problème, les soucis, même en termes de communication au démarrage. Donc la licence de marque est là pour les encadrer et les suivre. Ce qui veut dire que vous prenez un pourcentage sur le chiffre d'affaires, c'est ça le principe d'une licence de marque? C'est ça, exactement. On prend les royalties comme toute franchise, hein, ou licence de marque, c'est la même chose, effectivement.
effectivement. Et donc vous, c'est basé sur le chiffre d'affaires ou sur autre chose? C'est basé oui, sur le chiffre d'affaires, tout à fait. Donc on prend 3% du chiffre d'affaires. On est dans la fourchette de ce que pratiquent les licences de marque ou franchise. Elles sont plutôt aux alentours des 5%, nous c'est 3%. Alors vous avez donc vous avez créé cette solution, on va dire, en 2014. Il vous a fallu à peu près 3 ans pour trouver le bon produit et installer. Alors le premier magasin a été un petit peu créé avant. Donc le premier magasin a été installé exactement en début 2010 en fait. Donc le premier prototype, on va dire. Donc ça nous a mis à peu près après ensuite 6 ans pour mettre au point complètement le concept, mettre au point la technique surtout, et puis surtout aussi voir le retour client, voir ce qu'on pouvait améliorer aussi bien informatiquement que techniquement. Et donc le nom Ximity a été créé en fin d'année 2017 et le lancement commercial s'est fait à ce moment-là. Actuellement, combien y a-t-il de magasins installés en France? Donc en métropole, on a 15 magasins installés. Comme je vous disais tout à l'heure, on a maintenant aussi également un magasin en Suisse. Donc l'objectif pour nous, et bientôt un magasin effectivement dans les DOM-TOM en Outre-mer, précisément à la Martinique. Donc l'idée pour nous, c'est maintenant aussi la France, mais également, pourquoi pas, les pays limitrophes en Europe. Alors, on vous demande quelquefois des produits un peu particuliers, parce que je vois à Biarritz, on vous a demandé de pouvoir mettre des sushis. Oui, tout à fait. Nous, autre des fleurs, je crois. On n'a pas de limite en fait en termes de produits, on peut vraiment tout mettre à l'intérieur, ça ne pose pas de problème. Nous, ce qui va être important, c'est de satisfaire le client. Si le client veut des sushis, on va lui mettre des sushis. S'il veut des fleurs, on va lui mettre des fleurs. Pour nous, ça ne pose pas de problème. Et à Aubervilliers, on vous a demandé de mettre des accessoires automobiles. Oui, parce que là, on était implanté plus particulièrement sur une station de lavage, à proximité d'une station de lavage. Donc effectivement, le but, c'est la clientèle de la station de lavage voulait avoir aussi des produits qui puissent aller, ce qui concerne un peu l'automobile, bien sûr, en particulier. Donc là, on a mis également une partie de produits automobiles, ce qu'on pourrait trouver dans des enseignes très connues d'automobile. Comment vous avez fait pour développer donc cette partie d'entreprise, puisqu'en même temps vous êtes bureau d'études, vous avez dit. Est-ce que vous êtes fait aider par des business angels? Alors nous, en fait, pas du tout. On a démarré tout seul. Nous, il faut savoir qu'à la base, on est tous des ingénieurs. Enfin, moi, le premier, j'ai jamais fait d'études commerciales, j'ai jamais fait de grandes écoles commerciales, je suis un ingénieur à la base. Donc la première chose, c'est vraiment bien de connaître son produit pour bien le vendre. Donc techniquement, il fallait vraiment savoir ce dont on parle. C'est vraiment la priorité, puisque après on tombe aussi sur des personnes qui sont assez pointues. Donc ça va être important. Mais nous, après, on a décidé de nous-mêmes de faire le développement commercial. On ne s'est pas fait aider du tout, effectivement. Alors après, c'était de la recherche, de la communication sur les réseaux sociaux, via notre site internet, et puis également via les médias. C'est ça aussi le plus important. Et les médias vous ont beaucoup aidé dans le développement, ça... On a eu beaucoup, effectivement, de reportages, que ce soit télévisuel ou à la radio, bien sûr, sur des grandes chaînes, bien sûr, que ce soit M6, France 2, BFM Business, etc. Donc ça, effectivement, pour nous, c'est une vitrine qui nous a permis de nous faire connaître et de nous lancer. Mais pourtant, vous avez fait appel à un fonds, à Venture, au fonds Venture. Pourquoi ? Ouais. Le fonds d'investissement était là depuis le départ, en fait. Donc, lui, il était là parce que, je pense déjà, il croit au projet. C'est important, en tout cas. Voilà. Et il sait que c'est une solution d'avenir. Donc, à un moment donné, nous, pour nous lancer, on avait aussi besoin de mettre de l'investissement sur la table pour qu'on puisse développer le concept, puisqu'on a été quand même une période sans forcément rentrer d'argent dans le développement commercial. Donc, il a fallu qu'il nous accompagne dans le projet. Et une fois que le projet a été mis en route, il est toujours là aussi également pour nous soutenir. On sait très bien que nous, en termes d'entreprise, les premières années, c'est pas forcément là où on va gagner de l'argent. On mise plutôt sur c'est un projet, pas à court terme réellement, mais on a un projet à moyen et à long terme. Alors justement, vous avez dit au départ que votre objectif c'était de vous développer dans les zones rurales, mais finalement c'est quand même les grandes villes qui sélectionnent votre produit. Alors voilà, c'est ça. En fait, nous aussi, on a les apporteurs de projets, les futurs licenciés chez nous, généralement, vont plutôt chercher en fait les grandes villes parce que ce qui va les intéresser, c'est d'avoir un maximum de population et de zones de chalandise. Là, on a ouvert au mois d'octobre notre premier magasin dans une commune de 1000 habitants, où là, on était vraiment... C'était un lien qu'on a fait avec le porteur de projet, la mairie, parce que effectivement, le maire et le conseil municipal étaient demandeurs qu'on apporte effectivement cette solution à une population où il n'y avait plus rien du tout.
Donc là, on a été de concert tous les trois et ça nous a permis de pouvoir nous installer. La mairie nous a mis l'emplacement à disposition, nous a mis aussi tous les moyens, en fait, que ce soit au niveau télécom ou électricité, et lui, le porteur de projet, a installé son magasin. On sait que ça peut être viable, il a fallu qu'on le teste, mais là, maintenant, on se rend compte qu'on va vraiment répondre à une demande dans les villes, dans les petites villes et dans les campagnes. Et là, donc, le premier exemple donc, fait que quelle est la rotation des produits qui sont dans le magasin? Alors, on était prêts. Pour nous, c'était un test, hein, le premier magasin dans une ville de 1000 habitants. Et on est assez surpris des chiffres. On a eu un très bon retour, en fait, de la population. On sent qu'ils s'investissent, ils n'ont plus rien, ils ne veulent plus perdre non plus ce nouveau commerce qu'on peut leur apporter, même si c'est de l'automatisme. Donc ils sont venus, ils ont consommé, ils ont regardé, ils sont très intéressés et ils savent que voilà, on leur apporte une solution, donc effectivement il faut faire vivre cette solution. Damien Tabuteau, je rappelle que vous diffusez l'enseigne Ximity, un concept de magasin autonome, automatique en fait. Voilà. Combien ça coûte alors? J'imagine que comme il fait un petit peu du sur-mesure, bien sûr, ça dépend de la capacité, mais donnez-nous quand même des grandes fourchettes, s'il vous plaît. Nous, grosso modo, le magasin 200 références produits, on est sur un budget qui est à partir de 130-135 000 euros. C'est le premier palier d'investissement. Il faut au moins 200 produits à l'intérieur. Voilà. Donc il fait 135 000 euros. Les magasins qu'on vend le plus actuellement, c'est les magasins qui font 300 à 400 références produits. Et là, pour un magasin 400 références produits, on est aux alentours des 155 000 euros, avec voilà, plus ou moins 5 000 euros en fonction de différentes options que vous pouvez prendre. Donc ça, c'est pour celui qui veut signer un contrat de licence de marque avec vous. Il faut investir à peu près 150 000 euros. Effectivement, vous avez un droit d'entrée, comme toute licence ou franchise. Donc nous, le droit d'entrée est 10 000 euros. Ce qui reste raisonnable. Ça vous permet d'accéder au nom, mais également aussi, on a développé une application smartphone qui permet de faire vos courses directement en ligne via l'application et puis de venir retirer vos produits sur les points de vente. Ça fonctionne comme nous, ce qu'on en appelle en fait comme un drive piéton classique. Voilà. Donc comment ça se passe justement? J'allais vous poser la question au niveau du grand public. On paye de quelle manière? On peut payer en carte bancaire ou est-ce qu'il faut payer en monnaie? Alors les deux. Vous avez soit espèces, pièces billets, soit en carte bleue, effectivement, sans contact, tout CB classique, ou via, du coup, maintenant aussi également via l'application. Donc là, comment s'appelle l'application que vous venez de développer pour commander en ligne? Elle s'appelle tout simplement Ximity en fait, et quand vous allez vous inscrire, elle va directement repérer le magasin le plus proche de chez vous et de pouvoir en fait après faire vos courses dans ce magasin-là. Et donc dans ce magasin-là, elle détaille les produits en stock? C'est ça, exactement. En fait, l'application est vraiment faite comme un drive classique que vous pourriez retrouver sur Internet. Hein. Voilà, vous avez des familles de produits, des sous-familles de produits, vous faites votre panier. Vous mettez vos produits dans le panier, hein, vous validez, vous payez en ligne. Automatiquement, nous, on vous envoie un code. Quand vous arrivez sur le magasin, vous tapez ce code et tous les produits à ce moment-là sortent. Ils sont pré-réservés. Comment fait-on si on est intéressé pour vous contacter, Damien Tabuteau? Vous allez sur notre site www.ximity.eu et effectivement, vous avez un questionnaire, un fichier, un questionnaire contact que vous pouvez remplir et à ce moment-là, vous serez automatiquement recontacté par une personne avec qui vous pourrez échanger sur un futur projet que vous souhaitez. Voilà, comme ça vous savez tout si vous êtes intéressé, que vous soyez une commune ou un chef d'entreprise ou quelqu'un qui veut devenir chef d'entreprise et qui veut une licence de marque. On peut vous contacter de cette manière, Damien Tabuteau. Alors, l'objectif pour vous à long terme, c'est aller à l'étranger? Alors l'objectif déjà, c'est vraiment, je pense qu'on a un gros potentiel en France. Nous, on est une société française, c'est des produits français, on insiste dessus, c'est-à-dire qu'on fait travailler que des entreprises françaises. L'objectif, il est vraiment... Oui, puisque tout est fait, l'industrialisation, j'allais dire, c'est dans la région d'Aubagne. C'est ça, exactement, à côté de Marseille. Tout est fait là-bas, on n'a que des sous-traitants français. D'ailleurs, on a le logo French Fab, c'est-à-dire que nous, ici, tout est fait ici. Et donc, déjà, premier objectif, la France. On a un énorme potentiel sur la France. On estime que, voilà, sur des villes moyennes, on va dire, comme effectivement Marseille, on pourrait très bien installer 7-8 magasins juste sur la ville de Marseille. Donc développer, et si possible également, là, en premier lieu, les pays limitrophes à la France, francophones, c'est toujours un peu plus simple, mais effectivement la Belgique, là on est déjà en Suisse, mais après on a également des projets en Espagne. Voilà, c'est en premier lieu le premier développement qu'on veut faire. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que ça peut intéresser beaucoup ce magasin autonome.
Vous êtes sur IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être. Alors, autre idée intéressante dans la mobilité, j'allais dire, c'est vous, Clarisse Pinard, avec ce nouveau concept en fait que vous développez. Vous êtes une opticienne mobile, vous êtes une coordinatrice en santé visuelle et vous venez d'intégrer le réseau de franchise Les Opticiens Mobiles. Alors, expliquez-nous ce que vous appelez une coordinatrice en santé visuelle. Alors, je vais déjà parler de notre service, qui est un service de proximité, simple, utile, à destination des personnes fragiles, en perte d'autonomie aussi, des entreprises, mais aussi des actifs qui simplement n'ont pas envie de se déplacer, manquent de temps pour aller chez leurs opticiens. On intervient... Quand je parle de proximité, c'est qu'on intervient notamment en province sur des rayons qui font maximum 30 km. Donc on est vraiment un acteur de proximité. Quant à ce qui concerne notre rôle de coordination, il prend tout son sens en fait auprès de nos aînés, des personnes fragiles, des personnes en perte d'autonomie, puisqu'on va, nous en tant qu'opticiens, faire aussi le lien avec le prescripteur, qui est nécessaire pour pouvoir faire des lunettes éventuellement, être remboursé. Faire le lien aussi avec les aidants, les informer, les former sur la santé visuelle. Les familles aussi, faire le lien avec les familles ou les tuteurs. Voilà, notre rôle est un peu plus large que l'opticien classique en magasin. Voilà, c'est pour ça que nous, on préfère s'appeler coordinateur en santé visuelle. Voilà. Et donc, du coup, vous intervenez à domicile. On prend rendez-vous, en fait, avec vous, c'est ça ? Comment ça se passe ? Tout à fait, on intervient donc sur les lieux de vie, donc domicile. Ça peut être aussi dans les établissements, dans les EHPAD notamment. On intervient aussi en entreprise, si les personnes le souhaitent. Ah oui, vous pouvez donc, si on vous le demande, venir en entreprise. Lieu de vie, lieu de travail, d'accord. Pour prendre contact avec nous, c'est assez simple, on nous trouve facilement sur le net, bien sûr, sur le site des opticiens mobiles. Pour les personnes, pour nos aînés, qui sont peut-être un peu moins connectés, généralement, ils sont aidés, ces gens-là, par ce qu'on appelle des MAIA, des CLIC, qui sont des organismes qui leur permettent de connaître en fait toutes les possibilités, qui les aident aussi dans leur démarche. Bien sûr, on travaille, nous, en étroite collaboration avec ces organismes. Mais alors, comment ça marche ? C'est-à-dire qu'on prend rendez-vous avec vous, et puis ensuite, imaginons, vous arrivez sur le lieu d'une entreprise, vous avez des mallettes avec des lunettes, vous pouvez mesurer la vue. Expliquez-nous. Oui, alors c'est tout à fait ça. En fait, l'opticien mobile se déplace avec son magasin dans sa voiture. Non seulement on arrive avec des lunettes, mais effectivement avec tout le matériel nécessaire. Donc c'est beaucoup de matériel. Tout le matériel nécessaire pour vérifier l'acuité visuelle de la personne, pour aussi préparer le centrage des verres. Donc voilà, il y a beaucoup de... On a généralement, alors ça dépend un petit peu, chacun fait comme il veut, mais on a généralement deux grosses mallettes, une destinée aux montures et une destinée au matériel. On ne vient pas s'asseoir dans votre voiture pour vérifier la vue. Non. Je me déplace sur le lieu de vie, ce qui est très intéressant d'ailleurs de se déplacer sur le lieu de vie, puisque on va pouvoir trouver des solutions qui sont adaptées aux gens. Donnez-nous un exemple dans le cadre du travail, par exemple. La solution peut être des fois un simple éclairage adapté. On a ce côté de conseil. Donc en même temps, vous pouvez visiter un bureau Tout à fait. Et dire à la personne, bah là, ça ne va pas. Tout à fait. Votre ordinateur n'est pas mis dans le bon sens, et vous vous éblouissez les Exactement. yeux. Attention, il est trop bas, il n'est pas en face. Voilà. Hein. Ouais, effectivement. L'intérêt d'être sur le lieu de vie ou le lieu de travail, c'est de pouvoir vraiment adapter le conseil, adapter les solutions. Est-ce que ça coûte plus cher pour quelqu'un qui fait appel à vous? Comment ça se passe? Pas du tout. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Il peut y avoir un coût pour le déplacement. Après, nos tarifs, ils sont fixes et très accessibles. C'est-à-dire?
on a un panier de monture qui au plus cher est à 169 €. On va de 30 à 169 €. Au niveau des verres, on a donc des prix fixes, sans aucune surprise. On a à peu près les mêmes tarifs qu'un opticien classique. Mais vous ne prenez pas de consultation en plus pour le côté conseil? On va éventuellement facturer le déplacement. On peut facturer aussi ce qu'on appelle le service en santé visuelle mobile. Voilà. Après, le coût, on a aussi, contrairement à un opticien, moins de charges. Hein. Moins de charges. Bien sûr, puisqu'il y a... Tout simplement pour le point de vente. Là, les commerces se plaignent des loyers, c'est évident que vous n'avez pas de loyer à payer. Voilà, tout à fait. Donc l'un dans l'autre, voilà, nos coûts ne sont pas au-dessus qu'un opticien classique. Et donc, combien de temps faut-il, si on veut faire appel à vous, Clarisse Pinard, je rappelle que vous êtes une opticienne mobile et vous vous déplacez donc sur les lieux de vie ou de travail. Si on prend rendez-vous, donc on a compris que c'était par Internet. Alors, Oui. c'est sur le site, donc, les opticiens mobiles, Tout à fait. qui nous repèrent. Et pareil, on va au plus proche de chez soi. Tout à fait, oui, oui. Sur le site, vous allez donc rentrer vos coordonnées, et, enfin au moins votre ville, et il va vous diriger le site vers l'opticien le plus proche. Hein. Vous pouvez après donc soit contacter directement le siège des opticiens mobiles, où là on a des personnes qui vont après vous réaiguiller aussi, ou alors nous contacter nous en tant qu'opticiens directement, puisque nos coordonnées sont visibles sur le site. Alors du coup, quel est le délai d'intervention si on fait appel à vous? Très rapide, hein, c'est quelques jours, pas plus. Après, il faut compter entre le déplacement de l'opticien la première fois et puis son deuxième déplacement pour la livraison. On va dire qu'il faut compter une dizaine de jours. Alors vous, en tant que jeune entrepreneuse, j'allais dire, quel montant avez-vous dû investir pour rejoindre les opticiens mobiles? Alors moi, je suis franchisée des opticiens mobiles. Donc c'est quoi la différence entre une licence de marque, comme l'a expliqué tout à l'heure Damien Tabuteau, et vous, la franchisée? Alors je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour vous expliquer la différence. Vous avez des juridique. royalties à payer? Voilà, moi en fait j'ai un droit d'entrée, hein, effectivement, et puis ensuite une redevance mensuelle, voilà, qui est liée au chiffre d'affaires. Voilà, tout à fait. Et du coup, pourquoi avez-vous rejoint cette chaîne, j'allais dire, nouvelle, les opticiens mobiles? Pour moi, en fait, le métier d'opticien, ça fait longtemps, quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, c'était pour moi un métier de lien, d'aide, de conseil. Et en magasin, au fur et à mesure des années, je me suis un petit peu perdue. Et quand j'ai découvert en fait ce concept qui existait, je retrouvais tout le sens que je voulais donner à mon métier. On est vraiment des opticiens donc, de proximité aidants. On a un vrai rôle de conseil. Et ça, c'est ce qui me parle, c'est ce qui me parle le plus. On se rend compte, surtout chez nos aînés, que le non-recours aux soins, il est énorme. Et voilà, notre métier permet de pallier à ces problèmes-là. Alors du coup, vous avez quitté votre emploi pour investir auprès et devenir donc une opticienne mobile. Tout à fait. Et quel montant donc d'investissement avez-vous dû faire au départ? Écoutez, les droits d'entrée s'élèvent à 15 000 €. Puis après, pour exercer, il y a un petit peu de matériel à acheter. Il faut une voiture spécifique. Il faut une voiture avec un coffre, hein, c'est important en fait. Donc il ne suffit pas d'avoir une voiture aménagée, une voiture classique suffit donc. Une voiture classique suffit. Moi personnellement, j'ai voulu prendre une voiture avec un grand coffre, hein, parce que voilà. Pour avoir plus de choix de matériel. Mais quelqu'un voilà, qui a une voiture de tourisme normale et qui part le week-end avec ses enfants avec, peut très bien se servir de sa voiture aussi. Alors l'actualité pour vous, eh bien, c'est l'ouverture donc dans le département des Hauts-de-Seine. Donc c'est Saint-Germain-en-Laye, la ville choisie? Alors moi je travaille essentiellement sur la boucle de Seine, donc une partie du 92 et une partie du 78 avec un petit peu de 95 et de 93 aussi.
vraiment cette boucle de cercle. Donc ça fait finalement pas mal de déplacements. C'est Comment déjà pas mal. faites-vous en ce moment en temps de Covid ou est-ce que vous arrivez à vous déplacer malgré tout? Bien sûr, moi j'ai mon attestation qui me permet de travailler. Le service est encore plus nécessaire, je pense, actuellement, aussi bien pour nos aînés, mais on se rend compte que les actifs aussi, là, avec cette crise, sont très demandeurs. Et puis, bien sûr, on continue, parce que c'est important de continuer, à aller dans les EHPAD. On a un système de permanence, en fait. Oui, on dans entend les bien EHPAD. que vous êtes très concernés Tout à par fait. nos aînés. Oui, nos aînés sont des grands oubliés du parcours de soins, et surtout de la santé visuelle. On remarque le sous-équipement ou le non-équipement, le non-recours aux soins. C'est dû souvent à un manque de connaissance des acteurs du parcours de soins, à la difficulté des gens à se déplacer, tout simplement, au fatalisme aussi, parce que souvent j'entends moi des personnes âgées qui me disent oh bah de toute façon voilà je suis pas jeune, je vois pas bien, c'est normal. Alors il y a peut-être des solutions en fait. Donc ces personnes-là se disent carrément bah c'est pas grave, tant Voilà. pis si je vois mal. Ouais. Donc, Souvent, j'entends souvent, donc c'est vraiment intéressant voilà, d'aller vers ces gens, leur redonner l'envie, peut-être l'envie simplement de reprendre des activités qu'ils avaient laissées de côté sans s'en rendre compte à cause de leur vue. On peut parler bien sûr de la lecture. Des chutes déjà de tout la simplement. Télé, et puis alors voilà, tout ce qui est la prévention des chutes, c'est important, parce que la vue Parce que souvent c'est participe, parce qu'on voit mal qu'on chute. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Merci Clarisse Pinard Je vous de en prie. nous avoir présenté ce produit, les opticiennes mobiles, donc les opticiens à domicile. Alors pour vous joindre, vous avez dit qu'il fallait passer par le site. Oui, tout à fait. Donc on passe par les opticiens mobiles tout simplement. Mais comment faites-vous pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec Internet? Il y a d'autres solutions? Mais comme je vous disais, on travaille en étroite collaboration avec beaucoup d'acteurs sociaux qui relaient en fait voilà, nos coordonnées, qui informent les gens sur ce service. C'est pour ça que l'intérêt, c'est d'informer de plus en plus les gens sur ce service. Voilà. Et de ne pas vous dire. Je pense que ces deux idées, ces deux produits, ces deux sociétés qu'on vient de vous présenter, donc les opticiens mobiles et puis l'enseigne Ximity, Pascal Dole, ça doit vous interpeller. Peut-être qu'il y a des communes dans la région des deux départements que vous dirigez au niveau économique qui seraient intéressés par avoir ces types de services. Écoutez, en entendant les deux participants qui m'accompagnent dans cette réunion, je me faisais exactement la réflexion. C'est de dire il y a dans certains secteurs de notre agglomération des petits villages, parce qu'on a de très grosses villes, mais on a aussi des petits villages, pour lesquels ces problématiques peuvent trouver une réponse. Et donc je m'empresserai, à la suite de cette émission, de récupérer les coordonnées des deux interlocuteurs qui sont à ma gauche et à ma droite, pour pouvoir les faire participer. Si je peux me permettre, Je vous en prie. Vous m'avez demandé tout à l'heure comment on joignait la Roissy-Dev. C'est tout simple en fait. Il suffit de faire roissy-pays-de-france.fr. Voilà. On ne peut pas faire plus simple. Je pensais qu'il y avait un site particulier, j'avais un doute. Mais en fait, non, c'est roissy-pays-de-france.fr. En minuscule, tout attaché. En tout cas, Pascal Dole, comme quoi nos chefs d'entreprise sont quand même très ingénieux. On voit avec les deux idées d'aujourd'hui que je vous propose aujourd'hui pour cette émission. C'est quand même agréable. Alors, c'est agréable, c'est plein d'espoir. Et je trouve que, on ne le dit pas assez, mais nos entrepreneurs en France sont effectivement pleins d'idées, plein de dynamisme, plein de moyens de rebond, avec des fois des propositions dans des endroits où on ne les attend pas. Le problème, c'est qu'effectivement, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les aide, il faut qu'on les aide au développement, il faut qu'on leur donne aussi les moyens de travailler, donc avec une achalandise suffisante pour pouvoir fonctionner. C'est vrai aussi pour les petits commerces d'ailleurs, parce qu'il ne suffit pas de passer dans la rue et de dire ah tiens c'est beau, il y a une belle librairie, mais il faut rentrer dedans et il faut acheter des livres. Là c'est pareil, les opticiens il faut les faire travailler, la boutique des messieurs mobile il faut qu'il y ait du volume qui tourne. C'est pas un zoo quoi, on ne vient pas voir des gens en cage, il faut simplement que les gens travaillent. Alors tout à l'heure, vous parliez de marché public, de trop de normes. Est-ce que vous pensez qu'on est enfin retombé les pieds sur terre, le bon sens, c'est-à-dire consommer proche de chez soi, finalement, les marchés publics, on a abaissé le montant, c'était urgent? Oui, il y a un certain nombre de choses qui étaient indispensables.
pour simplifier. Je pense que ce qui nous manque sur le plan économique en France, c'est de la fluidité. Les systèmes sont beaucoup trop rigides, beaucoup trop contraints. Il faut qu'on donne plus de fluidité, plus de moyens. Et qu'on ait une vision peut-être plus anglo-saxonne de l'activité économique en France. Ce n'est pas un gros mot que de travailler, que d'être entrepreneur et que de produire de la richesse. Ce n'est pas un gros mot. C'est une réalité économique. J'ai toujours tendance à dire, enfin c'est un peu un exemple un peu simpliste, mais pour partager le gâteau, il faut quand même quelqu'un qui l'ait fait. Donc il faut commencer par qu'il y ait des gens qui sachent faire le gâteau et ensuite on partagera. Mais pour le moment, les entrepreneurs, il faut qu'on les aide à pouvoir travailler. Les entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est bosser. Voilà, c'est tout. Ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'avoir des clients, ils ont besoin de faire du chiffre d'affaires et de se développer. Je ne connais aucun entrepreneur dont l'objectif c'est de diminuer son chiffre d'affaires. Je n'en connais pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience, grâce à cette pandémie peut-être, de la richesse qu'est l'activité économique et du fait qu'il faut produire pour pouvoir investir? Je pense qu'en fait, oui, sans doute, parce que je pense qu'on a réalisé la catastrophe que c'était que d'avoir une activité économique en berne. Et donc là, je pense que oui, la prise de conscience, elle est là. Après, comment ça va se traduire? On parle toujours du monde d'après. Je ne sais pas si ce sera un monde d'après. En tout cas, on sera dans la prolongation de ce monde et j'espère que les choses iront beaucoup mieux. Merci beaucoup pour toutes vos interventions, à tous les trois, ce matin. Je vais vous souhaiter une très bonne journée puisque notre émission s'achève. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, bien sûr, je vous retrouve dès demain pour de nouveaux sujets. Nos chefs d'entreprise sont pleins d'astuces, vous verrez. Très bonne journée. Merci.